bienvenue à tous et à toutes à cette conférence et meet-up qui s'appelle « À la découverte du machine learning avec R ». Alors, ça, on peut faire après si vous voulez. Il y a quelques-uns qui ont fait, mais on ne va pas prendre un peu de retard. Alors, avant de me présenter, je vais vous présenter un tout petit peu les lieux et après on va se présenter parce qu'on est plusieurs personnes, organismes à organiser ça. Alors, ici, vous êtes chez Matrice. Matrice, c'est une association qui est organisme de formation. Ils font des formations gratuites pour les personnes qui sont en reconversion professionnelle et les forment au développement logiciel et les forment à la data. Mais ils travaillent avec Pôle emploi. Du coup, ils font un travail très intéressant parce qu'ils aident les gens à trouver un nouvel emploi via la reconversion professionnelle. Mais ils font aussi pas mal de projets. Ils ont gagné, par exemple, l'appel d'offres pour les Jeux olympiques. C'est eux qui font toute la plateforme de formation pour les gens qui ont travaillé pour les Jeux olympiques. Moi, je ne travaille pas pour Matrice. Je travaille à mon compte dans une société qui s'appelle Machine Learning Lab. Je vais vous en parler après. Mais ils me prêtent la salle à moi et à d'autres personnes avec qui je travaille pour qu'on fasse des événements comme celui-ci. Du coup, ça, c'était juste pour parler de moi. Maintenant, je vais laisser parler Mona. Elle va se présenter, elle va dire un tout petit peu qui elle est. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus aujourd'hui, ça fait plaisir de vous voir tous. Je vais présenter brièvement R-Ladies Paris. C'est une section locale de l'organisation mondiale R-Ladies Global. Du coup, vous allez trouver des groupes R-Ladies partout dans le monde. D'ailleurs, on a aussi la communauté R-Ladies Facebook pour les intéresser. Et du coup, l'idée c'est d'avoir un groupe R-Ladies au sein de chaque ville. Et on vise principalement à promouvoir l'utilisation du langage de programmation R et aussi fournir un réseau pour soutenir les utilisateurs de ce langage. Du coup, R-Ladies Paris a été fondé en 2016 et il a été actif pendant 3 ans après, vous savez, avec le Covid, ils ont arrêté leur activité. L'été dernier, je me suis dit pourquoi pas reprendre les activités au sein de R-Ladies Paris et surtout que je suis passionnée par le langage R. Et voilà, l'aventure a commencé. Du coup, je me présente, Simone Blaid. Je suis consultante en Business Intelligence. C'est la société Prime Analytics. Et je dirige aujourd'hui la communauté R-Ladies Paris. Oui, tout à fait. Alors, par rapport à nos prochains meet-ups, après les 3 premiers meet-ups seront en mode virtuel. Plutôt les deux premiers meet-ups après le dernier. Et du coup, vous pouvez nous joindre pour une session sur Qualtalk R Markdown, What's the Difference. On organise des sessions que ce soit en langue anglaise ou française. Un deuxième meet-up, Automate Your Analysis with GitHub Actions and Quartalk, qui sera planifié en janvier, 27 janvier, qui sera en collaboration avec la communauté R-Ladies Cologne, pas Ladies Tunis et pas Ladies Munich. D'ailleurs, on organise certains meet-ups avec les communautés PyLadies qui visent à promouvoir l'utilisation du langage Python. Et ces deux, le troisième meet-up, c'est plutôt pour accueillir les personnes passionnées de ce langage dans un seul meet-up. Et dernièrement, un meet-up langue française, comment programmer ce R avec la voix. On aura le plaisir de collaborer avec la communauté R-Ladies Strasbourg. Merci de votre attention. Je vous laisse la parole. Merci Mona. Et moi je m'appelle Camilo Rodriguez et en fait moi j'ai commencé à faire des meet-ups autour du machine learning, autour de l'intelligence artificielle il y a 4 ans, en 2018. Mon premier meet-up c'était une petite conférence, une salle de conférence que j'ai louée, j'ai payé de ma poche parce que je voulais faire que les gens viennent leur parler machine learning, d'intelligence artificielle et j'ai continué à faire et faire jusqu'au qu'il y a eu le Covid. Après le Covid c'était très compliqué d'organiser ces événements comme celui-là. Mais je suis content que vous venez. Alors, cet événement, normalement, c'est moi qui parle. Normalement, je fais des conférences sur ces sujets. Mais quand j'ai fait, il y a quelques mois, une conférence, et qu'il y a Mona qui est venue, elle m'a dit, j'ai un groupe qui s'appelle R-Ladies. Moi, j'ai un groupe qui s'appelle Parleia ou Machine Learning Paris. Je ne sais pas si vous faites partie de mes groupes. Et Mona, elle m'a dit, j'ai les miens, on sait, il faut faire un truc ensemble, c'est sympa. Et Mona, elle m'a dit, je connais Natacha. Et Natacha, c'est une célèbre youtubeuse, peut-être que vous la connaissez déjà, qui a sa chaîne YouTube. Je vais la laisser se présenter tout à l'heure, mais en fait, elle a une expertise, une réelle expertise dans la data, dans R et dans les machine learning qu'elle veut partager avec vous. Du coup, je ne vais pas me faire forcément la promo à moi là tout de suite, c'est maintenant, j'ai envie de donner la parole à Natacha et te donner les podiums pour que tu puisses parler de toi et de qu'est-ce que tu fais.
Merci Camilo et merci encore à tous d'être là aujourd'hui. Ça, si tu veux changer le stade. C'est celui d'en bas. En bas, c'est ça? C'est ça. Ok, j'apprends. Donc, comme je dis, merci à vous tous. Moi, c'est ma première conférence en présentiel. Je suis ravie de vous voir aussi nombreux aujourd'hui. Donc, comme Camilo l'a dit, moi, c'est Natacha Djongwa. Pour parler un peu de mon parcours, je suis analyste quantitative au sein de HSBC. Donc, j'interviens principalement dans les banques, où j'aide les banques en fait à gérer le risque de crédit en développant des modèles statistiques. Ça, c'est ma mission quotidienne. J'ai un diplôme d'ingénieur en data science que j'ai obtenu à l'INSAI en 2019. Donc voilà à peu près mon parcours. Aujourd'hui, je vais vous partager avec vous une petite introduction au machine learning. On va voir ensemble en fait concrètement déjà c'est quoi le machine learning. Déjà, on va voir dans un premier temps ensemble c'est quoi concrètement le machine learning parce que de nos jours, beaucoup de personnes utilisent le terme machine learning, mais on ne sait pas forcément ce qui se trouve à l'intérieur. Deuxième partie de la présentation, ce sera plus les étapes qu'on met en place pour pouvoir développer concrètement les modèles de machine learning. Et comme nous sommes en partenariat avec l'association RL10, on va montrer davantage les avantages d'utiliser R pour pouvoir faire du machine learning. Parce qu'on sait de plus en plus, tout le monde parle de Python, mais R a également une très force en termes de machine learning. Et les deux dernières parties sera la partie pratique, où on va voir un exemple concret de comment est-ce qu'on développe soit des modèles d'apprentissage non supervisés ou des modèles d'apprentissage supervisés, tout ceci en R. Ok, on va commencer déjà par la définition de machine learning. Ça, c'est une définition de Casey Kozyrkov, que moi j'aime bien, qui est chief data scientist chez Google. Pour elle, en fait, le machine learning, c'est tout simplement une approche qui permet de prendre des décisions répétées et qui consiste à identifier des patterns précis dans des jeux de données pour pouvoir construire ce qu'ils appellent des recettes, c'est-à-dire des règles de décision qui vont très bien marcher sur de nouvelles données. En fait, le concept central ici, c'est surtout marcher sur de nouvelles données. Parce que globalement, le machine learning, c'est quoi? On va développer une recette, une règle de décision qui va nous permettre de prendre une décision. Par exemple, est-ce qu'on octroie un crédit à un particulier? Est-ce que le tel client va pouvoir souscrire à une offre d'emploi, à un produit spécifique? Ce sont des questions comme ça. Est-ce que quel sera le prix de l'immobilier en fonction des caractéristiques du logement? Ce sont des questions qu'on se pose. Le modèle de machine learning permet de définir des règles qui permettent de répondre à ces questions-là, et ça s'appuie principalement sur des jeux de données historiques. L'élément central, c'est que lorsqu'on développe des recettes précises sur un jeu de données précis, il faut que ça marche sur un échantillon qui n'a pas servi à construire la règle, tout simplement. C'est pour ça qu'ici, le terme nouvelle donnée est très important. Donc, là, ça ne se voit pas très bien. Mais en gros, là, normalement, c'est machine learning et là, c'est réponse. Normalement, lorsqu'on définit le machine learning, qui est la règle de décision qu'on va donner à notre ordinateur, en input, on a l'information qui est la donnée. On va transmettre la donnée à l'algorithme qu'on aura développé et qui va nous donner une réponse qui sera cohérente avec ce qu'on aura implémenté. Donc, c'est ça le machine learning, c'est une règle de décision qui permet de prendre de bonnes décisions sur un nouveau jeu de données. C'est le premier élément. Maintenant, en termes de machine learning, en général, on distingue, sur ce graphique, on distingue principalement deux approches. On a ce qu'on appelle l'unsupervised learning et l'apprentissage, c'est-à-dire l'apprentissage non supervisé et l'apprentissage supervisé. Qu'est-ce que c'est l'apprentissage non supervisé? On va commencer par là. En gros, dans l'apprentissage supervisé, je vais prendre un exemple. Imaginez-vous, Orange France veut faire une segmentation de sa clientèle. Elle a besoin de définir des groupes précis de clients. En amont, on n'a pas donné en fait le nombre de groupes qu'on voudra définir. Donc l'apprentissage non supervisé permet de définir des groupes d'individus homogènes entre eux. Donc c'est ça la première partie. On ne donne pas en fait les labels en entrée. C'est l'algorithme de machine learning qui va permettre de classer les individus dans des groupes homogènes entre eux. Homogènes, ça veut dire qu'ils doivent se ressembler. Par exemple, on peut faire un groupe avec uniquement des jeunes de 19 à 20 ans qui sont en première année à l'université, qui sont capables d'acheter telle ou telle offre. Le deuxième groupe, c'est peut-être ce sera les personnes actives qui travaillent dans tel secteur d'activité. Donc l'apprentissage non supervisé nous permet de définir des groupes d'individus homogènes entre eux et hétérogènes à l'extérieur. Le deuxième type d'apprentissage que nous avons, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé.
Superviser, c'est dans le sens où, en fait, on accompagne à peu près l'algorithme dans la détermination des groupes. Je vais prendre un exemple simple. Imaginez, on développe un algorithme de machine learning qui va permettre de détecter un nouveau chat ou bien un nouveau chien. Lorsqu'on va lui donner une image de chat ou de chien, il sera capable d'identifier si c'est un chien ou un chat. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner dans la base d'entraînement plusieurs images de chats, plusieurs images de chiens avec leurs caractéristiques respectives. Et l'algorithme va définir en fait des règles de décision qui vont permettre d'identifier automatiquement. Lorsqu'on va présenter une nouvelle image de chien, il sera capable de le reconnaître parce qu'on aura donné des exemples bien étiquetés lors de la phase d'apprentissage. Dans l'apprentissage supervisé, on distingue deux types de méthodes. On a ce qu'on appelle les classifications, les méthodes de régression. Lorsqu'on parle de régression, ça veut tout simplement dire que l'algorithme permet de prédire des variables qui sont quantitatives. Exemple, si je prends l'exemple de l'immobilier, si on veut par exemple prédire le prix d'un bien immobilier, le modèle machine learning peut par exemple prendre comme variable en entrée le nombre de pièces de l'appartement, on peut prendre comme variable la taille de l'appartement, comme variable la localisation, pour pouvoir prédire le prix qui est quantitatif. C'est ça les modèles de régression. Tandis que dans un modèle de classification, on a des variables qui sont plutôt qualitatives. C'est-à-dire on a parfois des variables, par exemple binaires. Si je prends, moi je suis en banque, en général, un des modèles qu'on a l'habitude de développer, c'est de prédire en fait la probabilité de défaut des clients. Donc on a tendance à développer un modèle qui sera capable de dire si un client X ou Y va faire défaut ou pas. Donc ça va prendre la valeur 0 si le client est sain, c'est-à-dire qu'il ne fait pas défaut, et la valeur 1 si le client fait défaut. Ça c'est un modèle de classification parce qu'on va prédire une variable qui est catégorielle. Donc c'est ça la différence fondamentale entre ces deux éléments. En supervised learning, ici j'ai mis le clustering, mais aussi on peut également avoir des règles d'association. On verra ça tout à l'heure ensemble. Donc, voilà globalement les différentes approches qu'on a en machine learning. Ok. Maintenant, on va passer à concrètement comment est-ce qu'on définit, on crée un modèle de machine learning dans la vraie vie. Comme je vous l'ai dit au départ, en fait, pour pouvoir construire un modèle, on a besoin de données historiques. Ok, on a une base de données sur 5 ans et quelles sont les étapes qu'on met en place pour pouvoir construire cette règle de décision dont je parle depuis le départ? Premier élément super important lorsqu'on veut construire un modèle de machine learning, c'est de définir la problématique, définir les objectifs du modèle. Tout à l'heure, j'ai parlé du churn, c'est-à-dire les clients qui vont quitter Orange en France. Ça, c'est un objectif du modèle. Le credit scoring, c'est un autre objectif. C'est-à-dire le modèle qui sera capable de prédire le défaut chez les clients. Ça, c'est ce qu'on appelle la problématique. Donc, première étape, c'est lorsque je vais faire un modèle machine learning, il faut que je définisse clairement quelle est la problématique de l'étude. Est-ce que c'est du scoring? Est-ce que c'est du churn? Est-ce que je veux prédire les prix du bien immobilier? C'est ça la problématique. Deuxième élément, dans la vraie vie, lorsqu'on a défini la problématique, il faut collecter les données nécessaires pour pouvoir répondre à la problématique. Où est-ce, dans l'entreprise, où est-ce qu'on trouve les données? Est-ce qu'il y a un propos de données fiables? Une fois qu'on aura collecté les données, en général, on va discuter avec les experts IT qui vont nous aider à évaluer leur qualité. Ensuite, on va faire ce qu'on appelle le pré-traitement des données. Qu'est-ce que je mets dans pré-traiter les données? C'est tout simplement analyser la qualité, vérifier déjà est-ce qu'on a des valeurs manquantes dans la base de données. Imaginez, on fait un modèle qui permet de prédire le défaut chez une entreprise. Et on utilise comme input le chiffre d'affaires de cette entreprise-là. Si dans notre base de données, on n'a pas de chiffre d'affaires, il faut absolument qu'on comprenne pourquoi est-ce que le chiffre d'affaires n'est pas disponible. Donc c'est ça que je mets dans la partie pré-traitement. Identifier la qualité, identifier les valeurs manquantes, proposer des solutions concrètes pour pouvoir les traiter. Une fois qu'on a assessé la qualité de la donnée, on a vérifié qu'elle est fiable, qu'on peut l'utiliser. La prochaine étape, c'est identifier les risk drivers, les variables pertinentes qui permettent de répondre au problème qui a été posé. Variable pertinente, si par exemple je prends le cas de l'immobilier dont je parle au départ, quels sont les indicateurs précis qui permettent d'apprécier le niveau de prix d'un bien immobilier? Donc c'est à cette étape-là qu'on va définir ces indicateurs. Et en général, en entreprise, la plupart du temps,
Ces indicateurs, nous, en tant que data scientist, en tant que statisticien, on ne connaît pas forcément le métier sur lequel on intervient, même si c'est une compétence très importante. Donc, on va interagir avec les métiers qui vont nous donner déjà les premiers éléments sur les types de variables